Dans notre cas, on va aujourd'hui s'intéresser plutôt à la spectrométrie d'absorption. Donc en termes de terminologie, on va trouver des termes, des symboles, des définitions, et puis d'autres noms que vous pourriez trouver dans la littérature, c'est pas exhaustif. Alors on a tout d'abord la puissance rayonnante incidente et transmise qu'on appelle P et P0 dans ce cours. Ça va correspondre à l'énergie incidente qui va être transmise du rayon incident, c'est-à-dire le rayon qui arrive sur l'échantillon sur une aire unitaire d'un détecteur par seconde, puisque c'est une énergie, donc une énergie c'est une puissance par seconde. Donc on appelle aussi, on rapproche ça de temps en temps à l'intensité moyenne incidente et transmise, c'est la même chose. On va parler d'absorbance qui va être une grandeur logarithmique décimale. Faites attention, c'est pas du logarithme népérien, c'est du logarithme décimal qui concerne le rapport de la puissance transmise sur la puissance incidente. On va appeler ça de temps en temps la densité optique D ou D0 ou bien l'extinction E. Nous on appellera ça l'absorbance A. On aura la transmittance T qui sera le rapport de P sur P0. Faites attention, c'est pas P0 sur P, c'est P sur P0. Et ça, on appelle des fois ça la transmission T. Les absorbances et les transmissions peuvent également être représentées en pourcentage sur vos schémas. En quatrième terme, on va trouver la longueur du trajet d'absorption B. On va parler des fois de chemin optique L, D. On va tâcher de rester sur la petite lettre B pour exprimer la longueur du trajet d'absorption. On va avoir la concentration C qui va intervenir dans nos formules, dont on va parler des fois de molarité. On va avoir le coefficient d'absorption petit a qui serait égal à grand A sur BC, qu'on appelle parfois le coefficient d'extinction K. Et on va avoir le coefficient d'absorption molaire epsilon qui est égal à A sur BC, qu'on appelle de temps en temps le coefficient d'extinction molaire. Alors, fort de ces définitions de termes et de symboles, on va reprendre le schéma un peu identique à ce qu'on avait vu pour la spectrométrie d'émission, sauf que cette fois-ci on est sur une spectrométrie d'absorption, c'est-à-dire que j'ai une radiation incidence P0 qui rentre dans un échantillon, et cette radiation, eh bien, elle est affaiblie, et puis elle est émise à la sortie de l'échantillon. Donc l'échantillon absorbe de l'énergie. Donc les deux modèles à travers lesquels on peut montrer qu'il absorbe l'énergie, un modèle énergétique où on passe d'un niveau fondamental à un niveau 1 ou un niveau 2, par les relations E1 égale H nu 1 est égal à HC sur lambda 1 et E2 égale H nu 2 égale HC sur lambda 2. Et une représentation spectrale qui nous indique en fonction d'une longueur d'onde, donc l'absorbance qu'on a assez de longueur d'onde. D'un point de vue plus pratique, on a un réseau incident P0 qui traverse une solution absorbante de concentration C dans une cuve de largeur B et qui émet donc une radiation grand P plus faible que la radiation incidente. Donc on a deux premières relations qu'on va redétailler et démontrer qui est donc la transmittance égale P sur P0. Vous voyez, il y a des formules, ça c'est comme le spectre, il y a des choses que je vais vous répéter plusieurs fois pour bien que vous imprégniez tout ce qui se passe dans cette spectroscopie ultraviolet visible et la loi de Lambert-Beer. Alors on a grand T, la transmittance qui est égale à P sur P0, et grand A qui est égal par définition à moins log de T, c'est-à-dire moins log de P sur P0, c'est-à-dire log de P0 sur P. Voilà comment est liée l'absorbance avec la transmittance. Alors, qu'est-ce que la spectroscopie? Eh bien, la spectroscopie, c'est l'étude des rayonnements électromagnétiques. Alors, comment s'établit la loi de Beer-Lambert? Eh bien, cette loi, déjà, elle aurait dû s'appeler la loi de Bouguer, puisque c'est au cours du temps, lui qui, en 1729, à travers un essai d'optique sur la gradation de la lumière, met en évidence les premiers phénomènes de cette absorption. C'est récupéré par Jean-Marie Lambert et puis Auguste Beer par la suite, au cours du temps. Et donc ils vont affiner, détailler, compléter la description qu'avait faite Pierre Bouguer en 1729.
Et c'est finalement les deux derniers qui récupèrent le nom, quoi, Beer, Lambert, mais vous allez trouver, par exemple, si vous allez voir sur Internet dans des langages universitaires, sur des cours universitaires, je veux dire, des noms de la loi de Beer, Lambert, Bouguer. Il y en a qui le spécifient. Moi, je trouve que c'est bien. Enfin bon, voilà, historiquement, comment ça s'est passé. Comment établir cette loi de Beer, Lambert? Eh bien, on va revenir toujours au même modèle d'une cuve qui contient un échantillon. Et on va avoir pénétration d'un faisceau parallèle d'un rayonnement monochromatique de puissance incidente P0 qui va venir perpendiculairement à la surface du récipient, puis qui va être affaibli par l'absorption. Alors le récipient il contient la plupart du temps un gaz ou un liquide, mais peut contenir aussi exceptionnellement un solide. Je disais donc qu'on va avoir réduction de la puissance à P après absorption par la matière du rayonnement sur la distance petit b. Alors, comme on fait souvent en mathématiques pour pouvoir généraliser des phénomènes, on va raisonner sur des choses élémentaires, c'est-à-dire qu'on va considérer un volume d'échantillon dans une section S, vous voyez, je coupe une tranche à un moment donné dans ma cuve, et cette section S, eh bien, elle est d'épaisseur infinitésimale dx, et cette section, elle contient dn particules absorbantes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque particule est associée une surface active où il y a capture d'un photon, suivant les phénomènes qu'on a déjà expliqués. L'aire totale de la projection orthogonale de ces surfaces de capture sur la section d'échantillon est appelée ds. Donc c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué. Je répète, à chaque particule, on va associer une surface active où il y a capture d'un photon. Et l'aire totale de la projection orthogonale de ces surfaces de capture sur la section d'échantillon, on va l'appeler ds. On va ensuite s'intéresser au rapport ds sur S qui est en moyenne statistique égale à la probabilité de capture d'un photon par la section. La puissance P1x du faisceau qui rencontre la section S à la distance petit x de la face d'entrée, elle est proportionnelle au nombre de photons par centimètre carré. Donc la puissance P indice x, c'est la puissance du faisceau qui arrive sur la section S. Et on considère que cette puissance P indice x, eh bien, elle est proportionnelle au nombre de photons par centimètre carré. La quantité infinitésimale d de px, c'est la quantité absorbée par seconde par le volume sdx d'échantillon, ce qui nous permet d'écrire que moins dpx sur px est égal à ds sur s. Le moins ici montre que px diminue. Donc ça formalise tout simplement l'expression littérale qu'on a mis avant. ds, c'est la somme des aires de capture des particules absorbantes de la section. Elle est donc proportionnelle au nombre de particules. C'est-à-dire que j'ai ds qui est égal à A fois dn. Où là, dn, eh bien, c'est le nombre de particules, et petit a, c'est un facteur constant qu'on appelle section efficace de capture. Alors ça vous paraît peut-être un peu compliqué, de toute façon je ne vous demande pas de le retenir, ça c'est pour avoir une démarche formelle de cette loi d'absorption. Mais ce n'est que des mises en forme mathématiques de ce qu'on dit littéralement.